Alors, pensez diagnostic à l'image d'une lasagne. Alors, une lasagne, c'est un peu rigolo, hein. Puis un diagnostic, c'est pas tout à fait rigolo, mais quand même, le diagnostic, ça ressemble un peu à une lasagne. Alors, pourquoi est-ce que ça ressemble à une lasagne? Mais parce qu'un enfant, il est à percevoir dans toute une série de dimensions, de couches, mais qui font une entité. Il y a différentes couches dans une lasagne, mais c'est quand même un ensemble. Alors, c'est quoi les différentes couches de notre lasagne que nous allons devoir visualiser, observer ensemble, nous, les différents professionnels? La première couche de la lasagne, celle qui se présente à nous, mais c'est la demande. C'est qui demande quoi pour cet enfant? C'est rarement l'enfant lui-même. Et donc, comment la demande nous parvient? Quand on nous adresse un enfant, qui va demander quelque chose? L'enseignant, l'enfant, c'est pas très courant, les parents, les éducateurs, on ne sait pas très bien qui. Et comment vont-ils nous le demander? Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, vous avez un enfant qui est un peu agité ou inattentif en classe. Bien, c'est très très différent, je suis à peine caricaturale, qu'une maman vienne vous dire: oui, vous savez, mon petit, 5-6 ans, il a un TDAH, la maîtresse et moi, on est bien d'accord, madame, s'il vous plaît, il faut objectiver ce diagnostic et puis vous allez le traiter et tout ça va rentrer dans l'ordre. Une possibilité. Le même enfant, une autre demande. La maman vous dit: vous savez, il est encore petit et puis l'école, elle veut vraiment normaliser les enfants et l'institutrice veut que je vienne vous voir. Je me demande même si elle ne voudrait pas un traitement. Enfin, il faut quand même y aller un peu doucement avec tout ça. Deuxième position. Troisième histoire, toujours le même enfant. La maman vous dit: oui, voilà, je viens chez vous avec mon petit, il ne me fait que des soucis cet enfant, c'est terrible. D'ailleurs, il est bien comme son père qui m'a quitté et qui ne paye pas la pension alimentaire. Bon, vous avez bien compris que ça fait une autre situation. Que dans le premier cas, on vous demande de normaliser, dans le deuxième, on vous demande de ne pas trop normaliser, dans le troisième, je ne sais pas très bien ce qu'on vous demande, mais en tout cas, d'entendre la souffrance de cette maman qui très certainement adore cet enfant, mais qui elle-même encore très fort en difficulté avec son vécu de séparation. Ça ne fait pas du tout la même manière de prendre en charge et d'entendre un éventuel diagnostic. Donc, nous sommes dans la première couche de notre lasagne, la demande. La deuxième couche de notre lasagne, le système. Les enfants, ils vivent dans un système et souvent dans plusieurs systèmes. Ils vivent dans leur système familial, ils vivent dans leur système scolaire, ils vivent parfois dans un système institutionnel et tout ça doit un petit peu se coordonner. Et tous ces systèmes, par-dessus le marché, ont une histoire. Alors, si je vous donne un petit exemple, nous avons peut-être toujours notre même enfant, tiens, gardons-le après tout, c'est pas plus mal. Et cet enfant, si on interroge un peu son histoire, il a été très gravement malade quand il était petit. Et on a été, mais très très souple avec lui, très très inquiet. Et donc, en termes éducatifs, on a été beaucoup moins exigeant, ce qui est parfaitement normal et parfaitement adéquat avec un enfant pour lequel on craint pour sa vie. Mais alors, après coup, cette modalité éducative, ce type d'attention qui est tout à fait pertinent, ben, au fil du temps, l'enfant va mieux, on ne doit plus être aussi inquiet pour lui, il est guéri ou quand même pas mal guéri, mais l'inquiétude, parfois, elle peut rester. Et donc, c'est intéressant d'entendre comment ces parents sont encore inquiets, vivent leur enfant comme potentiellement à risque ou comme potentiellement fragile. Et ça, c'est toute la lecture du système que les autres systèmes n'ont pas, mais où ces lectures-là doivent un petit peu s'ajuster. Deuxième couche de notre lasagne, donc la demande, le système. Troisième couche, les apprentissages. Alors, apprendre, c'est vivre, mais surtout pour un enfant. Un enfant, il apprend, c'est sa vie, c'est ça qu'un enfant fait à chaque respiration qu'il a. Il apprend, il découvre, il se forme et il crée son propre cerveau. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant et donc on ne peut pas le sortir de notre regard sur un enfant. Donc, si on vous amène votre même enfant agité, gardons-le, bien, peut-être que cet enfant agité, il a une vraie difficulté d'apprentissage et qu'il est en fait agité parce qu'il ne comprend pas. Alors, on sait tous que c'est quand même mieux en termes d'estime de soi
de faire un peu le clown dans la classe que de dire oh, j'ai pas compris, moi je sais pas lire. Voilà, on fait parfois un peu ce qu'on peut avec nos difficultés. Et l'agitation, ça peut être une forme d'adaptation moyennement intéressante, mais quand même d'adaptation à une difficulté d'apprentissage. D'autre part, un enfant, comme ça fait vraiment partie de sa vie et de son essence d'enfant d'apprendre, quand on voit un enfant, on doit toujours un peu avoir à l'œil qu'il faut surveiller comment il apprend. Alors parfois, on a ça à l'œil et puis tout va bien et on supprime vraiment cette difficulté, on peut l'éliminer de notre réflexion. Mais c'est quand même toujours quelque chose qu'il faut avoir en tête. Quatrième couche de notre lasagne, la psychopathologie. Parce que parfois, au-delà de tout ça, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Donc, gardons notre même enfant, et bien peut-être qu'il a vraiment un TDAH ou peut-être qu'il a vraiment un trouble du spectre autistique et qu'il est agité parce que les différentes adaptations de la classe sont compliquées pour lui. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un enfant avec des traits autistiques, il ne supportait pas qu'on chante. Il y avait comme ça des bizarreries sensorielles. Et alors, je l'ai remarqué un peu par hasard parce que j'essayais de l'apprivoiser un peu. Et alors, je lui ai chantonné quelque chose. Et alors, il a mis les mains sur ses oreilles et j'avais l'impression que je le blessais. Et je me suis dit, mais cet enfant dans une classe, ça doit quand même être un peu terrible parce qu'il y a plein de moments sympas dans la classe où on chante. Mais si pour lui, ça lui fait l'effet d'une agression, ben, je peux imaginer qu'il soit agité et qu'il ait aussi plein d'autres manifestations de sa difficulté. Donc là, il faut vraiment réfléchir en termes psychopathologiques. Et on voit bien que tous ces niveaux-là, d'une part, je les série pour la clarté du propos, mais ils tiennent un peu ensemble, et surtout, ils ne s'excluent pas. Et puis alors, cinquième degré de notre lasagne, alors c'est la couche tout en bas, celle-là. Elle n'est pas toujours là, mais quand elle est là, il faut vraiment la voir. C'est ce qu'on appelle le traumatisme développemental. Ce sont des enfants qui ont vraiment été malmenés quand ils étaient tout petits. Certainement que leurs parents avaient envie d'être de bons parents, mais il se fait que la réalité, les hasards de la vie, les aléas, les difficultés, la toxicomanie, la psychiatrie, que sais-je, ont fait que ces enfants ont vraiment vécu des situations qui ont parfois été menaçantes pour eux, des ruptures de contact, que l'attention qu'on leur apportait n'a pas toujours eu la fiabilité et la sensibilité qui est nécessaire à un tout petit pour grandir. Alors, quand on a une difficulté de cet ordre-là, elle vient impacter toutes les autres couches parce qu'elle vient toucher la manière dont le cerveau de l'enfant se construit. Les synapses ne se font pas de la même manière, les messages dans le cerveau ne sont pas pareils. Et donc, ça vient toucher peut-être de la psychopathologie, ça vient toucher le cognitif, ça vient toucher aussi le système parce que cet enfant, comme il n'est pas très bien construit, il va pas être toujours très adéquat nécessairement dans ses relations. Il va être un peu ambivalent. Il va vous aimer, plus vous aimer, il va vous prendre, vous rejeter. Et puis vous entendrez dire oui, mais enfin, plus je suis sympa avec lui, plus finalement il m'embête, il m'embête, il me rejette, il est décourageant, cet enfant. Vous allez entendre des choses comme ça. Alors parfois, je dis, et c'est un peu métaphorique, mais peut-être c'est une manière que vous le reteniez et que vous ne l'oubliez pas. Je dis parfois, c'est la chaussette rouge dans la machine à laver. Parce que quand elle est dans la machine à laver du cerveau de cet enfant, elle vient toucher toutes les strates et toutes les couches. Et si elle est là, il faut vraiment l'entendre, il faut le soigner, il faut le réassurer, il faut être sûr qu'on est dans quelque chose de l'ordre de la fiabilité pour cet enfant. C'est vrai pour tous les enfants, mais pour ceux-là, c'est la première chose qui va être thérapeutique avant tout le reste. C'est la fiabilité du lien, du dispositif, le caractère posé du lien, de sentir qu'il est dans un petit réseau qui va se parler paisiblement, qui va s'occuper de lui, qui va être stable.